Oui. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui, je Très reçois bien. Cathy Louvet. Enchantée Cathy. Enchantée, moi Alors, également. alors voilà, tu participes aujourd'hui au salon virtuel aussi. Et donc, voilà, une petite interview de tous les auteurs qui le souhaitent. Et donc, toi, Cathy, tu vas nous parler un petit peu de ta vie d'auteur aussi. Et d'abord, alors, qui tu es, toi, Cathy? Tu vis dans quelle région de France? Et qu'est-ce que tu as écrit? Alors, je vis en Bretagne, à Combourg, en fait, la ville de Châteaubriand. Je suis historienne de formation. D'accord. Et ce qui m'a mis à l'écriture, après, ça fait un peu cliché, mais c'est pourtant la vérité. Quand j'étais ado, j'écrivais des petites histoires des histoires policières, en fait, pour amuser mes copines, pour amuser mes frères aussi. Enfin voilà, j'ai toujours aimé écrire des histoires. Mais j'ai commencé à écrire vraiment en 2005, une période un peu compliquée de ma vie. Et là, je me suis dit, moi, ça a toujours été mon rêve d'être écrivain. Donc, je me suis lancée. J'ai rédigé une trilogie historique qui raconte l'épopée des Vikings dans l'Europe carolingienne. D'accord. Ensuite, ouais, c'était un peu compliqué pour faire publier. Enfin bref, voilà. Après, il y a eu le Covid et je me suis lancée dans l'écriture de romans, de romans policiers historiques. Il y a 5 ans. 5 ans. D'accord. Donc, Alors, juste pour revenir alors, à ta première trilogie, juste, tu nous dis les Vikings à l'époque carolingienne, etc. Qu'est-ce que tu appelles historique? Alors, tu retraces réellement les faits réels ou tu mets à travers une histoire et tu mets les Vikings, etc., comme ils étaient les Vikings, donc la réalité. Mais est-ce que tu racontes une histoire autour de ça, en fait? Ou alors, non, tu as directement retracé l'époque des Vikings simplement? alors, non, en fait, j'ai créé une famille de Vikings. En fait, c'est une saga. Alors, les personnages de cette famille sont fictifs, mais ils s'insèrent dans une histoire réelle. C'est-à-dire que je reprends l'histoire de l'Empire carolingien fondé par Charlemagne, avec ses descendants, son fils et son petit-fils. Et j'ai mis en parallèle l'histoire des Vikings dans nos régions, surtout la Bretagne, la Normandie et une partie de la France. Et en même temps, pourquoi l'Empire carolingien finalement a éclaté, a implosé. Et j'ai voulu mettre ça en exergue parce que finalement, c'est très lié. Donc, à travers cette famille fictive, on retrouve les destins un petit peu de Charlemagne, mais surtout de ses descendants. Et, et en même temps, le destin de la Bretagne, du royaume de Bretagne, la fondation du duché de Normandie, voilà. Et puis, Donc voilà, ouais, c'est pointilleux historiquement aussi. Voilà, t'as quand même mis des faits réels, des ah choses oui, historiques. Voilà, je veux dire, t'as travaillé là-dessus aussi, voilà, en insérant une famille quand même pour que ce soit aussi romancé à l'intérieur, que t'aies pas voilà. juste écrit tu vois ce que je veux te dire, un Oui, manifeste pas historique. C'était exactement. Non, 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 très non. bien. Je voulais que ce soit. En fait, je voulais raconter cette histoire, mais il faut que les gens s'y intéressent. Donc, il y a des aventures, il y a des histoires d'amour. Enfin, Bien sûr. il y a des batailles. Voilà, ça reste un roman d'aventure, mais qui s'inscrit dans une réalité historique tout à fait reconstituée, tout à fait réelle. D'accord. D'accord. Et ensuite, donc là, ton dernier livre, Le crime de la passagère, c'est ça? Oui, Alors ça aussi, c'est historique, hein, polar historique, on en parlait tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu de ce thème-là. c'est ça. En fait, c'est Ah oui. un roman policier historique. Alors, historique parce qu'il se passe pendant la Révolution à Saint-Malo, et polar parce qu'en fait, il reprend une affaire criminelle qui n'a jamais été résolue. D'accord, C'est donc là, tu es très inspiré d'une histoire vraie, là. L'affaire ça. criminelle non résolue. Donc, pendant la Révolution, donc on parle des alentours de 1789, par là, c'est ça. Voilà. Alors, oui, effectivement, pendant la Révolution, mais surtout dans un contexte très, très local, très, avec la contrebande, avec la fuite des aristocrates en Angleterre. Enfin, c'est vraiment dans ce contexte-là que cette affaire s'inscrit. Et là, par contre, tous les personnages sont réels. J'ai D'accord, repris, ouais, parce que j'ai retrouvé le dossier judiciaire de l'époque
aux archives de Rennes. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a quand même réellement l'affaire, tu l'as réussi à la retracer. Donc, Exactement. Donc, tu as vraiment un livre vraiment exceptionnel. Enfin, j'appelle ça exceptionnel parce que quand tu as récupéré une affaire judiciaire de cette année-là, donc il y a, ce que je veux dire, il y a plus de 200 ans, plus de 250 ans. Et donc, en fait, toi, tu as refait le livre par rapport à cette affaire judiciaire-là et les dossiers judiciaires exacts. Alors, en fait, c'est ça. La première partie, elle raconte donc la découverte du crime, les investigations et un procès qui a mené à une impasse. Ça, c'est la première partie. Mais dans la deuxième partie, qui elle est fictive, je fais revenir le personnage principal, celui qui a découvert les corps. Je le fais revenir quelques années plus tard pour lui mener son enquête, mais d'après les éléments collectés réellement par ceux qui ont mené l'enquête à l'époque. Donc, c'est là que la fiction rejoint la réalité. Et tu peux nous en dire un peu plus sur l'affaire? Qu'est-ce que c'est? C'était un meurtre d'un aristocrate ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Saint-Malo, maintenant, il y a un barrage qui permet de passer d'un côté de la côte à l'autre. Mais à l'époque, il n'y avait pas de barrage. Il y avait ce qu'on appelait des passeurs qui menaient, parce que la Rance, hein, c'est la rivière qui se jette là dans la mer à côté de Saint-Malo, mais qui remonte loin dans les terres. Et pour passer d'un côté à l'autre, il y avait des bacs. Et un matin, le passeur, sa femme et une partie de sa famille ont été retrouvés assassinés chez eux. Il y a 3 survivantes, 3 petites filles. On ne sait pas pourquoi elles ont été épargnées. Et donc, il y a eu une enquête, hein, mais évidemment, en 1790, pendant la Révolution, l'enquête a été, alors je ne vais pas dire bâclée, mais je dirais que pas vraiment approfondie. Ils ont tout de suite émis une hypothèse qui n'ont jamais réussi à prouver, et le procès a été finalement un fiasco. C'était une impasse. D'accord, donc il n'y a pas eu de coupable en fait, même à l'issue du procès à l'époque. Hein. Non, voilà, il n'y a pas eu de coupable, il n'y a pas eu de. Et mon intérêt à moi, c'était de comprendre ce qui s'était passé et d'essayer de trouver une solution. Donc, et est-ce que toi, dans le roman, tu donnes une solution à la. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, finalement, tu l'as résolu en fait? C'est ça qui est. Enfin, résolu. Voilà, exactement. En fonction des éléments que tu as eu toi et du fait de notre époque, finalement, tu as joué à la petite enquêteuse en 2000, à l'époque moderne sur une affaire criminelle à l'époque ancienne, quoi. Alors, en fait, j'ai mené mon enquête, mais vraiment avec les données de l'époque. Donc, en fait, ça revient, c'est 1805, donc 15 ans plus tard. Et mon personnage qui enquête, il enquête avec les données collectées parce qu'il retrouve le juge, il a accès à certains documents. Et puis lui, il a son idée, il a retrouvé des témoins. Donc, à travers ce personnage, je mène mon enquête, mais à l'époque, en 1805. Et on aboutit à une solution, évidemment. Oui, forcément, mais voilà, mais il y a peut-être aussi, tu sais, cet aspect de. Peut-être que tu as remarqué, je ne sais pas, alors, qu'à l'époque, ils avaient peut-être une autre vision que ce qu'on peut avoir maintenant. Ah, complètement. Complètement. Ils avaient une autre vision et puis ils ne disposaient pas des moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Non, pas du tout. Et puis, on va dire, à cette époque-là, la gendarmerie n'existait pas encore. Hein. C'était vraiment une institution judiciaire très lourde. Et on voit bien, j'explique un petit peu au début comment ils faisaient pour mener des enquêtes. Bon, les lecteurs pourront voir que selon des indices qui sont très discutables, à mon avis, bon, ils ont décidé, allez voilà, c'est comme ça, lui on va l'arrêter, on va le juger, mais bon, finalement, ça repose pas sur des faits tangibles comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas ni accuser ni condamner quelqu'un si on n'a pas des preuves solides. C'est ça. Voilà, tout à fait. Là, c'était plutôt des présomptions. Voilà. Et se sont basés sur des présomptions. Et donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a tellement de flou et de trous que le personnage qui revient pour enquêter, lui, il va combler ces trous et il va mener une enquête plus sérieuse et
et aboutir à une solution. Et cette affaire-là, elle est connue dans ton coin, à Saint-Malo, oui. c'est ça en fait? Ah oui, ah, oui, oui, les gens en parlent encore aujourd'hui. Oui, oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la maison du crime, elle existe toujours. C'est maintenant la maison des associations du village où ça s'est passé. Elle existe toujours et dans son jus parce qu'il n'y a pratiquement pas eu de changement par rapport à 1790. Donc mes lecteurs, enfin ceux que je rencontre dans ma région, je leur dis toujours, vous pouvez aller voir cette maison. On ne peut pas rentrer dedans, mais on peut voir, la plage est la même, le chemin qui passe derrière est toujours là, les arbres sont toujours là, c'est exactement pareil. Et toi, tu t'es rendu pour écrire aussi, pour regarder les lieux? Oui, 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 je suis allée plusieurs fois, tout à fait. Comme ça, peut-être pour décrire aussi à des endroits comment ça aurait pu faire. Si la maison fait partie la maison du crime, comme tu dis, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une famille de passeurs qui se retrouvent retrouvés morts chez eux, quoi. Donc cette fameuse maison. Voilà, cette maison existe toujours et je suis allée la voir, effectivement. J'ai même pris des photos. Ah ben. Non, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce genre d'ouvrage, c'est que, mettons, alors on vit pas tous en Bretagne, mais même des gens qui ne vivent pas en Bretagne, qui y sont allés ou qui ont pu y passer devant, ils peuvent s'y retrouver aussi, tu vois, parce que tu as vraiment un décor ultra réaliste avec une enquête réelle et basée donc sur des données judiciaires réelles, parce que tu aurais pu imaginer d'autres dossiers judiciaires, la même histoire, mais avec d'autres données, mais là, en écrivant, voilà, tu t'es basé réellement dessus, donc on a vraiment un polar historique réel, quoi, finalement, dans un environnement ultra réaliste, quoi. Exactement, c'est ça. On a vraiment ce décor ultra réaliste et une enquête réaliste aussi, avec les données dont on disposait à l'époque. Et tu as d'autres projets ensuite dans le même style sur des enquêtes, des choses comme ça? Oui, j'en ai écrit 3 autres même, à vrai dire. Sur des histoires aussi de même type? Exactement, le même type. Alors, j'en ai deux autres histoires qui sont prêtes. Une qui sera certainement publiée par le même éditeur l'année prochaine. Et puis, une autre pour l'instant qui est pas tout à fait terminée. Et cette autre histoire dont je te parlais, là j'ai un manuscrit qui est prêt. Alors lui qui reprend une affaire judiciaire, il y a eu un procès, il y a eu un suspect, mais il a toujours clamé son innocence. Bon, malgré ça, il a quand même été exécuté, mais dans mon roman, je reprends, selon 2 points de vue, toute l'enquête, d'après les mémoires de celui qui a mené l'enquête, et le procès d'après les articles parus dans la presse de l'époque, parce que je les ai retrouvés. Ah oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est ça que je trouve super intéressant dans tes ouvrages-là, de comment tu nous en parles, c'est cet aspect historique réel où on a vraiment des documents d'appui. C'est ça qui est assez dingue parce que on peut aussi s'imaginer la façon de voir les choses à une certaine époque, on les voit aujourd'hui. Même nous, sans être enquêteur ou quoi, je suis persuadé que toi, même sans être enquêtrice ou n'importe quoi, tu t'es dit, mais ils ont condamné sur aucune base ou sur rien finalement. Eh ben en fait, alors oui, bien sûr, il y avait des preuves, des indices, des charges contre lui, mais il a toujours nié, toujours, même sur l'échafaud, il a toujours nié. Et du coup, mon point de vue, c'était de dire au lecteur, voilà l'enquête telle qu'elle a été menée, voilà les indices qui ont été collectés, voilà le procès, comment il s'est déroulé. Maintenant, à la fin, à vous de juger, est-ce qu'il était vraiment coupable ou pas. Ça permet au lecteur. Moi, je ne propose pas de solution, mais je leur donne toutes les données comme s'ils étaient jurés, en fait, en quelque sorte, voilà, pour se faire une idée. Parce que ça, je trouve que c'est un point de vue intéressant. Parce que cette histoire, elle a été très célèbre à l'époque. Il y a eu des écrits dessus, mais jamais des écrits basés sur les documents réels, tu vois, sur celui qui a... C'est ce concept-là que je trouve super intéressant à exploiter, ce concept de prendre des vraies affaires judiciaires, mais d'antan, et tu vois, de faire comme tu fais. Je trouve ça super intéressant, en tout cas, et super innovant, parce que c'est vrai, c'est pas commun. Non, c'est vrai, c'est pas commun. C'est ce point de vue-là que j'ai voulu développer, et chaque roman policier que j'écris,
je me base sur tous les documents d'archives que je peux trouver, les articles de journaux, voilà, tout ce que je peux trouver. Et après, alors évidemment, après la résolution de l'enquête, ça c'est la partie fictive, parce qu'évidemment, comme ce sont des affaires qui n'ont jamais été résolues, on ne sait pas. Mais comme c'est basé sur toutes les données d'archives historiques, le lecteur peut participer tout en lisant avec moi à cette enquête finalement. Et se dire. Tu les as illustrés ou pas, avec peut-être des images d'articles, etc. Non? Non. Non, j'ai pas. Alors celui, le crime de la passagère, non, il n'y a pas d'illustration. Après, je ne sais pas. Est-ce que tu as référence? Peut-être il y a des références, des sites web où les gens ils peuvent peut-être se rendre aussi pour regarder tout ça, des choses comme ça. Alors j'ai pas mis ça parce que comme ça reste un roman. Ah oui, voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Pour un roman, oui. D'accord. Après, sur le net, alors certaines affaires qui ont été très célèbres, on peut toujours les trouver sur le net. Il y en a d'autres qui ont été moins célèbres, c'est peut-être moins facile. Mais comme c'est un roman, je préfère rester neutre par rapport à ça. Oui, voilà. Bien sûr, non, mais c'est super intéressant aussi parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui voudront, tu sais, toujours aller voir un petit peu la vraie histoire. Sûr. Ah oui, 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 bien sûr. Ouais. Bah, le crime de la passagère, tu vois, pour te dire, cet hiver, j'ai fait 2 animations dans la maison du crime, puisque c'est une maison des associations. Ah, c'est voilà. Génial. Ah oui, oui, oui. Il y avait beaucoup de monde. Hein. La deuxième animation, il y avait plus de 30 personnes. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait des gens du coin qui ont posé des questions, qui connaissent un petit peu l'histoire. Et dans le crime de la passagère, en fait, j'ai rétabli les faits par rapport aux données historiques. Parce que bien sûr, il y a une légende qui s'est forgée et les gens racontent un petit peu des choses erronées. Et c'était vraiment fantastique. Chaque fois, je rencontre des lecteurs qui aiment beaucoup. Hein. Le roman plaît beaucoup. Pose des questions et donc c'est plus vivant, c'est vraiment très sympa. Oui, voilà, c'est ça, souvent que je dis, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi avec un livre, c'est ça, surtout quand tu le fais sur un lieu qui existe encore, c'est qu'en fait, tu es vraiment, comment dire, on peut mieux, franchement, tu présentes ton livre, il n'y a pas mieux que dans la maison. Ça c'est clair, il n'y a pas mieux. Vraiment. T'as pas. Comment dire, tu sais, des fois, dans des salons, quoi, c'est difficile pour des auteurs d'aller présenter un livre. Il y a des centaines d'auteurs ou des dizaines d'auteurs autour. Toi, et tu n'as pas le contexte du lieu, finalement, et tout. Toi, si tu arrives à faire ça, c'est ça qui est génial. C'est qu'à l'intérieur, vous menez presque une enquête, il y a une animation, il y a quelque chose, tu vois. Donc, le livre, forcément, tu n'as que des gens intéressés par ton livre, par l'histoire. Donc, du coup, bon, c'est beaucoup plus simple dans la, tu vois. Et j'imagine que dans ton livre, en plus, tu révèles des choses qui sont peut-être pas connues de tout le monde aussi, tu vois, des détails, des choses que, au fil des années, ça s'est oublié. Ah bah exactement, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fil des années, il y a une légende qui s'est forgée autour de cette histoire. Et par exemple, il raconte dans la légende qu'il y avait un enfant qui a survécu sous la table. En fait, il n'y avait pas 5 morts, mais 7. Enfin bref, tout un tas de détails qui sont faux. Et dans le roman, dans la première partie, je rétablis les faits tels qu'ils ont été constatés à l'époque. Donc, ça permet aux gens d'avoir une assise historique, tu vois, solide, fiable, à laquelle ils peuvent croire. Et à partir de ça, après, bah, évidemment, lire la résolution de l'enquête. Et tous les gens qui m'en parlent me disent « Oh là là, c'est très crédible ce que vous avez imaginé. Ça aurait vraiment pu se passer comme ça. » Même des gens du coin qui connaissent très bien l'affaire, qui connaissent très bien la région, tout le monde me dit ah oui, ça aurait vraiment pu se passer comme ça, c'est vraiment très réaliste. Donc, pour moi, c'est très gratifiant. Ben, bien sûr. Ben, en tout cas, Cathy, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Et alors, le crime de la passagère, vraiment le crime de la passagère, les amis. Alors, si vous aimez les histoires, alors ça, c'est le concept est assez génial. Et comme je le redis encore, hein, c'est des romans historiques basés sur des faits réels, avec comme le crime de la passagère, qui est un polar, mais qui va se passer donc à la Révolution, c'est ça, aux alentours de 1789. Donc, et là, vous avez une histoire réelle qui s'est vraiment passée, non résolue, où Cathy nous remet dans le contexte et imagine donc un dénouement à cette histoire avec des faits réels. Donc, c'est vraiment basé sur les articles de l'époque et sur les papiers judiciaires qu'elle a pu retrouver
réellement. Et ça, voilà, je trouve ça juste fantastique. Mais en tout cas, Le Crime de la passagère, donc vous pouvez le retrouver, j'imagine, un peu partout, sur Amazon, etc. Non, pas Amazon, alors sur le site de l'éditeur et pour l'instant dans les librairies. D'accord, c'est quel éditeur? Alors, dis-nous le nom de l'éditeur, peut-être. Alors, l'éditeur, c'est les éditions de La Grande Vague. Ils sont basés à Boucau, voilà, dans le Pays Basque, du côté français. Et on peut retrouver ce livre sur le site de l'éditeur et dans n'importe quelle librairie. L'année prochaine, voilà, l'année prochaine, il sera diffusé partout. Pour l'instant, c'est l'éditeur qui diffuse. Donc, mais il peut être trouvé dans toutes les librairies. D'accord, super. Alors, d'accord. Alors, le crime de la passagère de Cathy Louvet. Alors, voilà, on passera à acheter ce livre. Merci beaucoup, Fabien. Merci pour l'accueil et merci pour l'interview. Merci à toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.